Bonjour à tous. Alors avant de commencer, je souhaiterais tout d'abord remercier le professeur Krolik qui m'avait confié lorsque j'étais étudiante à l'université Laval la rédaction d'un mémoire sur la justice climatique, ce qui m'a amené à me rapprocher de l'association Notre Affaire à tous, à l'origine du recours français contre l'État, dit de l'affaire du siècle, et bien évidemment de m'avoir invité à participer au présent colloque. Alors, pour vous parler succinctement de l'affaire du siècle, je voudrais revenir sur sa genèse et sur son évolution avant de vous en présenter les aspects les plus originaux qui font que, bien que ce recours s'inscrit dans un contentieux climatique global, il s'en distingue par quelques éléments. Alors, l'origine du recours, en fait, remonte à 2015, date à laquelle la décision Urgenda avait été rendue. Et un groupe de juristes et de journalistes français se sont dit qu'il serait bien de répéter la même histoire en France et ont donc monté l'association Notre Affaire à tous. Et ils se sont attelés à la tâche de la rédaction de la requête dès 2015, entre bénévoles, entre étudiants, entre juristes, pendant environ 2-3 ans, date à laquelle un cabinet d'avocats, le cabinet Vigo, a accepté de travailler pour l'association, ce qui a permis de consolider les fondements juridiques qui avaient été identifiés jusqu'alors. Et fin 2018, donc, l'association Notre Affaire à tous s'est tournée vers 3 autres associations, à savoir Greenpeace, Oxfam et la Fondation pour la Nature et l'Homme, afin de déposer en fait le recours avec elles. Donc les associations sont co-requérantes du même recours. Et l'intérêt étant à la fois donc de consolider ce recours qui avait été donc rédigé par les membres de l'association et le cabinet Vigo, grâce à l'expertise et au conseil scientifique de cette association, et surtout en fait de s'assurer de la recevabilité de la requête, car l'association Greenpeace dispose d'un agrément. Alors un agrément en droit français, c'est un titre qui est délivré par le ministère concerné, donc en l'espèce le ministère de l'Environnement, à des associations de protection de l'environnement qui exercent leurs fonctions depuis 5 ans et qui leur confère une présomption d'intérêt à agir contre certains actes. Donc, forte de cette réunion, les 4 associations ont rédigé ensemble et déposé une demande préalable en décembre 2018. La demande préalable est une phase précontentieuse obligatoire en matière indemnitaire, c'est-à-dire qu'un requérant qui demande réparation de ce préjudice ne peut saisir directement le juge administratif sans avoir au préalable envoyé donc une demande aux autorités administratives compétentes pour leur demander la réparation des dits préjudices. C'est une étape d'autant plus capitale qu'elle cristallise déjà en fait le débat juridique, puisque un requérant qui n'aurait pas invoqué la réparation de certains préjudices au stade de la requête ne pourrait les invoquer une fois devant le juge. Alors cette demande préalable a été adressée à l'ensemble des ministres du gouvernement, au Premier ministre et au chef de l'État. Elle n'a fait l'objet d'une réponse que d'un ministre, le ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy, en février, juste avant en fait la date, le délai fatidique de 2 mois, au terme duquel on considère qu'une décision implicite de rejet est née. Cette donc décision explicite de rejet faisait état de plusieurs arguments selon lesquels l'État français aurait toujours respecté ses engagements, ou du moins s'il avait fait l'objet de quelques erreurs, ce n'était plus le cas. Cette demande préalable a donc été adressée aux associations et cette réponse a été adressée aux associations et petite particularité également aux journalistes et aux médias, puisque la demande préalable des associations avait elle aussi fait l'objet d'une publication sur le site de l'affaire du siècle. Donc les avocats ont saisi le tribunal administratif de Paris le 14 mars 2019, suite à cette décision explicite de rejet et aux autres décisions implicites de rejet qui sont nées, donc au bout de ce délai de 2 mois, par une requête sommaire.
Donc requête dite sommaire car elle est relativement concise, elle fait une vingtaine de pages, elle expose l'ensemble des moyens de fait et de droit, mais pas forcément dans le détail, parce que les associations ont voulu s'inscrire dans le cadre d'une mobilisation citoyenne qui montait en France, puisque ça a donné lieu à la grève des collégiens et des lycéens le 15 mars et à une grande manifestation en France le 16 mars. Cette requête sommaire aura donc vocation à être complétée par un mémoire qui porte justement le nom de mémoire complémentaire fin avril, voire avant si le juge administratif donnait éventuellement un délai de production du dit mémoire. Ce mémoire sera ensuite communiqué à la partie adverse, qui aura ensuite un délai normalement non déterminé à l'origine pour répondre. Et une fois qu'elle aura produit son mémoire en défense, ce sera au tour des associations requérantes de faire un mémoire en réplique, etc. Le jeu des mémoires, des échanges de mémoire durera probablement entre 1 an et 2 ans, ce qui est une date assez classique devant les tribunaux administratifs français, surtout pour les dossiers assez compliqués. Et c'est au terme de ce délai que le juge clôturera cette phase dite de l'instruction et fixera une date d'audience. Donc, pour l'affaire du siècle en France, elle ne sera pas jugée avant probablement 2021. Alors j'en viens maintenant aux éléments qui font que cette requête, ou du moins ce recours, est assez atypique. Alors j'en ai listé à peu près 3, dont 3 juridiques et un 4e plutôt méthodologique. Alors la première raison qui font que ce recours, donc qui est un recours contre l'État devant les juridictions administratives, un recours dit indemnitaire, puisque donc on n'est pas dans le cadre du contentieux de la légalité contre un acte administratif, ce qui aurait pu être le cas, mais un contentieux indemnitaire qui vise donc à la réparation des préjudices visés par les associations. Donc le recours se scinde de manière assez classique entre la carence de l'État, c'est-à-dire son inaction fautive, le lien de causalité et les préjudices. Les éléments particuliers de ce recours, ce sont avant tout les fondements juridiques qui sont invoqués. Puisqu'ici, en fait, le recours se fonde sur 2 grands types d'obligations. Une obligation dite générale de lutte contre le changement climatique, qui couvre à la fois le volet atténuation et adaptation, et des obligations dites spécifiques, qui visent 4 domaines particuliers, les obligations en matière de réduction de gaz à effet de serre, les obligations en matière d'efficacité énergétique, les obligations en matière d'énergie renouvelable, et les obligations en matière d'adaptation. Alors pourquoi cette structuration? Parce que le but des associations, c'est de dégager une obligation générale qui aurait vocation à être reconnue par le juge et surtout à être appliquée dans sa jurisprudence future. Puisque les obligations spécifiques, elles, visent des obligations de résultats la plupart du temps, donc des pourcentages de réduction de gaz à effet de serre ou de part d'énergie renouvelable à atteindre, selon donc des échéanciers fixes, fixés d'ailleurs déterminés par le droit européen ou par le droit national. Cette obligation générale de lutte contre le changement climatique, elle se fonde sur 3 corpus juridiques distincts. Le premier étant la Constitution française, qui consacre le droit de chacun de vivre dans un environnement sain, le principe de précaution et le principe de prévention. Le deuxième corpus juridique, c'est la Convention européenne des droits de l'homme, et notamment donc ces fameux articles 2, le droit à la vie, et article 8, le droit au respect de sa vie privée, puisque la Cour européenne des droits de l'homme en a fait depuis longtemps une interprétation combinée pour là aussi dégager un droit de vivre dans un environnement sain. Et le troisième corpus juridique, c'est la reconnaissance d'un principe général de droit, alors qu'on appelle des PGD, qui font partie d'une coutume, d'une pratique classique de la jurisprudence administrative, qui, lorsqu'elle constate qu'un ensemble de textes juridiques de droit international, de droit européen, de droit constitutionnel ou simplement des textes législatifs reconnaissent donc un même principe, elle en crée un PGD, donc ce n'est pas une création ex nihilo, mais ils ont plutôt la reconnaissance d'un principe.
Et ici, les associations invoquent la reconnaissance d'un PGD qui découlerait de plusieurs textes, notamment tout le droit international coutumier ou conventionnel dont l'effet direct n'est pas reconnu par le juge administratif français, les textes de droit européen contraignants et également donc la Constitution, la Convention européenne des droits de l'homme, etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, cette obligation générale de lutte contre le changement climatique, en fait, elle se fonde sur la Constitution dont l'effet direct est reconnu, sur la Convention européenne des droits de l'homme dont l'effet direct est également reconnu, mais qui ne pourrait pas être invoquée en tant que telle parce que les associations sont des personnes morales. Donc elles ne pourraient pas se fonder sur la méconnaissance de la Convention européenne des droits de l'homme simplement parce que elles n'ont pas de justification à leur vie privée, à leur violation de la vie privée ou l'atteinte à leur vie. Et donc ce PGD qui permet en fait de ramasser l'ensemble des textes qui existent à tous les niveaux de la strate juridique et qui pour autant ne sont pas forcément contraignants pour l'État français. Donc c'est là la première particularité, je pense, et l'intérêt de ce recours. La deuxième, ce sont les préjudices qui sont invoqués, parce que le recours ici se fonde sur deux préjudices, à savoir le préjudice écologique et le préjudice moral des associations. Alors, je vais commencer par le plus simple. Le préjudice moral des associations, c'est quelque chose qui est reconnu de manière assez classique, que ce soit devant le juge civil ou devant le juge administratif, à condition, puisque là la jurisprudence se fait quand même de plus en plus stricte en la matière et exige bien que les associations démontrent en quoi leurs actions sont impactées par la faute ou la carence de l'État. Et le préjudice écologique, quant à lui, alors là c'est la petite innovation du recours, puisqu'en fait ce préjudice écologique qui est un préjudice pur d'atteinte à l'environnement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de démontrer une atteinte personnelle, il suffit que l'atteinte à l'environnement ou au système écologique soit caractérisée pour que le préjudice soit reconnu. Ce préjudice écologique, il est né en France devant un juge civil lors de l'affaire de l'Erika, donc un naufrage assez calamiteux qui avait donné lieu à une marée noire conséquente et qui avait détruit des écosystèmes et également perturbé la vie de pas mal d'animaux marins. Et donc c'est dans le cadre de ce contentieux que le juge civil avait reconnu pour la première fois l'existence d'un préjudice écologique et la possibilité d'en demander la réparation. Suite à cette reconnaissance-là officielle par la Cour de cassation, donc la Cour suprême de la juridiction civile, le législateur a inscrit le préjudice écologique dans le Code civil. Toutefois, le préjudice écologique n'a jamais été invoqué à l'encontre de l'État, devant les juridictions administratives. Et les associations donc, se sont saisies de cette absence de jurisprudence pour essayer donc d'obtenir la reconnaissance du préjudice écologique en matière de changement climatique, parce que c'est vrai que il n'y a pas de plus grand préjudice écologique actuellement que celui qui est causé par le changement climatique. Et cela permettrait à tout le moins d'avoir la position du juge administratif sur cette question-là et d'offrir une grille de lecture aux éventuels recours qui pourraient avoir lieu par la suite. Le troisième élément intéressant du recours, c'est l'injonction qui est demandée. Alors en effet, c'est un recours indemnitaire qui vise à la réparation des préjudices. Et l'intérêt du recours, c'est-à-dire que la réparation qui est ici demandée passe par une injonction. Alors, en effet, le préjudice moral des associations est ici réduit à la somme symbolique d'1 €. Et il est demandé au titre de la réparation de ce même préjudice moral et du préjudice écologique une injonction. C'est effectivement une possibilité qui a été reconnue par le Conseil d'État en 2015 que de demander au juge une réparation propre à faire cesser le dommage et à en réparer ou en prévenir les éventuelles conséquences. Puisque jusque-là, le juge administratif avait toujours été très réticent à l'idée de prononcer des injonctions à l'encontre de l'État. C'était la théorie du juge qui ne devait pas se faire juge administrateur,
Et les seules injonctions qui étaient acceptées, c'était celles qui étaient sur le fondement de l'article L911-1 du Code de la justice administrative, des injonctions dites en exécution du jugement. C'est-à-dire que classiquement, lorsque le juge annulait un acte, si l'annulation entraînait la conséquence logique de l'adoption d'un nouvel acte modifié, corrigé, ou d'indiquer à l'administration de réexaminer le dossier pour revoir ses positions, alors le juge acceptait effectivement dans ce cas-là de prononcer une injonction. Et l'intérêt de la jurisprudence de 2015, c'est qu'ici, on vient de dire, l'injonction ne vient pas seulement en exécution de la conséquence, on va dire, logique de l'annulation, elle peut venir aussi au soutien de la réparation des préjudices. Et c'est ici que les associations tentent bien obtenir le gain qu'elles avaient espéré en comparaison de l'affaire Urgenda. Et enfin, le quatrième point qui fonde l'originalité de ce recours, et qui n'est pas tout à fait juridique, ou presque, en fait, c'est la méthode, c'est sa conception. C'est-à-dire que généralement, il est vrai que les avocats travaillent généralement seuls, ou du moins en équipe, mais limitée au cabinet, et ici, ça a été vraiment un travail de concert entre une équipe d'avocats et de juristes de 4 associations, qui n'avaient pas forcément le même agenda politique d'ailleurs, et qui ont dû réussir à s'entendre et à concevoir une requête qui puisse avoir le maximum de chances de succès. Voilà, donc j'espère que cette présentation vous aura apporté quelques éléments supplémentaires sur l'affaire du siècle. L'ensemble de la communauté juridique française, en tout cas, suit cela avec beaucoup d'attention, et la réaction du juge administratif est plus qu'attendue. Je vous remercie. Au revoir.